Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 17 avril 2025. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous avons fait pas mal d'essais. Les propositions ne manquent pas. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, on a essayé la guerre, on a déclaré la guerre aux bandits pour revenir à la paix et rétablir la sécurité dans le pays. D'autres propositions surgissent chaque jour, notamment le dialogue. Aujourd'hui, on parle des drones. On a beaucoup prié, peut-être pas assez. L'ancien ministre de la Communication a dit, Jean Gardy, de son côté, pense qu'on peut passer par la spiritualité. Si on a essayé déjà la prière, peut-être on n'a pas assez prié. A dit Jean Gardy, bonjour et bienvenue. Bonjour, nous saluons tout le monde et c'est un plaisir pour moi de revenir encore une fois à Le Point de Radio Métropole. Vous êtes d'accord avec ce que je viens d'avancer à Jean Gardy, qu'on a essayé déjà pas mal de choses? Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas compris. Évidemment, vous avez raison. Mais il y a deux aspects à retenir. C'est l'aspect de l'art de la guerre et aussi la question de la spiritualité. Il y a un document qu'il faudrait absolument lire ou relire. Et c'est un document qui a été publié par Chuan Tzu, qui est un Chinois. Ça s'appelle l'art de la guerre. Et dans l'art de la guerre, on ne donne pas à l'ennemi de territoire. C'est une erreur, par exemple, de dire que nous avons perdu 90% du territoire, 100% appartiennent évidemment à l'ennemi. Pas question. Selon l'art de la guerre, et repris aussi par Machiavel dans Le Prince, il faut absolument éviter de tomber dans la communication sublimale. Car la communication sublimale, c'est faire de la propagande pour l'ennemi. Et il faut se battre. Par exemple, quand on est dans une guerre avec un voisin ou un ennemi, on ne peut pas lui donner le territoire. On ne lui donne pas une zone, même pas un quartier. On ne lui fait pas de quartier. On se bat. Et on établit, si vous voulez, des comités ou des commissions de bataille ou de résistance. Il y a des résistants qui empêchent évidemment de tomber dans la communication sublimale. Car l'ennemi attend bien entendu la communication sublimale, qu'on lui dise, et vous avez presque la majorité de la capitale, vous avez la majorité d'une ville, pas question. Il faut absolument créer la résistance. Oui, mais ouais, le problème se situe à quel niveau? Puisqu'en effet, ils ont effectivement gagné des territoires. Ils n'ont pas gagné. On ne parle pas de territoire perdu, on peut parler de territoire perclus. Et là, on retourne encore dans la question de la philosophie de la guerre, parce que quand le territoire est perclus, il y a une attaque. Bien entendu, vous résistez ou vous envoyez des professionnels de guerre pour récupérer, soi-disant, la partie prise par l'ennemi, afin que vous gardiez le territoire. Après, n'oubliez pas que chaque pays a un territoire, un État et également une nation. Ce que nous avons constitué depuis 1804. Alors, il faut absolument éviter la propagande sublimale et nous battre au niveau, évidemment, de l'art de la guerre, mais aussi sur la spiritualité. C'est un autre aspect. Et cet aspect-là, c'est avec plaisir que j'en parlerai aujourd'hui, parce que nous avons un problème. Nous avons un problème qui date, évidemment, depuis trop longtemps, près de 16 ans, le territoire qui a été ouvert. Ça veut dire que le pays a été ouvert à l'ennemi invisible. Par exemple, les portes de l'enfer ont été ouvertes sur Haïti. Ce n'est pas nouveau. Il faut lier l'histoire d'Haïti à la spiritualité. Nous sommes dans une période sainte. Il ne faut pas oublier que la spiritualité, c'est à la fois une spiritualité qui est d'ordre chrétienne ou bien animiste. Or, Haïti est un pays animiste et chrétien. Alors, il faut voir les deux, il faut comprendre les deux. Et l'histoire d'Haïti est liée, bien entendu, à la question spirituelle. N'oubliez pas que ça a commencé lors de la période où nous étions des esclaves. Nous étions des esclaves des Blancs. Et bien entendu, il y avait une révolte. Et depuis la période espagnole, Christophe Colomb, n'oubliez pas, est arrivé en 1492. Et en 1503, ils sont venus avec les premiers nègres d'Afrique. Et ils sont installés des gens avec le fils de Christophe Colomb. Alors, à partir de ce moment-là, les esclaves se sont révoltés. Et entre 1503 jusqu'à 1740,
Les Français sont arrivés ici en 1625. Alors, il y a eu beaucoup de soulèvements de Noirs et les Blancs n'arrivaient pas à prendre le pays. Alors, c'est là que tu vas avoir un roi, et le fameux roi que tu connais, Louis XIV. Il a été le roi qui a vécu le plus longtemps et qui est resté au pouvoir très longtemps. Et Louis XIV, quand il est arrivé, il a eu une femme qui s'appelait Madame de Maintenon. Alors, ces gens se sont dit, en Haïti, Saint-Domingue, qui est la perle des Antilles, le pays qui rapporte le plus à la France, il faut mettre de l'ordre. Et c'est là qu'ils ont ouvert les portes de l'enfer. Et là, ils ont placé au niveau des portes de l'enfer des bandes, des zombies, des vampires, qui ont commencé par, bien entendu, kidnapper, tuer, massacrer les esclaves, et pour permettre aux Blancs de pouvoir diriger le pays. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1749. Pardon, 1739. En 1739, Madame de Maintenon est arrivée. Elle a fait une tournée dans les Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, etc., Haïti et Saint-Domingue à l'époque. Oui, ça, ce que j'allais dire, parce que d'aucuns pensent qu'Haïti n'était même pas encore né. Oui, mais en fait, on était là depuis avant même Christophe Colomb. Le pays s'appelait Haïti, qui est à Boyo. Donc Haïti existait déjà au temps des Indiens Arawak. Les Espagnols ont voulu créer une autre patrie, mais en fait, c'est le même pays. Même la terre dominicaine, jusqu'à maintenant, il y a Haïti qui est toujours, qui porte le même nom d'Haïti. Alors, on était là, le nom a été rétabli en 1804. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, les Français sont arrivés, ils ont appelé l'île Saint-Domingue. Ils ont dédié l'île à Saint-Domingue. Alors là, ils ont essayé avec, bien entendu, de l'ordre. L'ordre de Saint-Louis, l'ordre de Saint-Domingue, l'ordre de Saint-Lazare, l'ordre de Saint-Esprit. Ils ont essayé d'ouvrir les portes de l'enfer. Au nom du christianisme, malheureusement. Alors ces gens ont dominé le pays pendant, disons, plus d'une dizaine d'années. Et là, le pays était vraiment sans dessous, jusqu'au moment où il y a eu 6 personnes, 6 Haïtiens à l'époque, parce que les Français, jusqu'à la Révolution française, les Français n'acceptaient pas que les esclaves aient une nationalité. D'ailleurs, quand même Toussaint Louverture, quand il est devenu gouverneur français, après on a envoyé Leclerc pour le déporter, et là Napoléon a enlevé la nationalité de Toussaint Louverture en disant qu'il n'était pas français. Donc il a gardé la nationalité indienne, donc il était haïtien. Alors évidemment... Mais pourquoi vous ne dites pas qu'ils étaient de préférence des Africains ou bien des descendants d'Afrique? Oui. C'est des Africains dispersés dans les champs, par exemple. Tu as parfaitement raison, mais il ne faut pas oublier que justement les Français faisaient venir 30 000 Africains comme esclaves ici, de la colonie de Saint-Domingue. Alors nous étions en train de créer une nation. Et parce que c'était 30 000 esclaves qui venaient de différents territoires africains. Et on parlait différentes langues et différents dialectes. Et parfois, on ne se comprenait pas. Et pire encore, les Français nous empêchaient de parler français. Les Français disaient, c'est interdit, ni aux mulâtres et aux noirs, d'apprendre à parler cette langue. Contrairement aux colonies anglaises, où les gens apprenaient l'anglais facilement ou l'espagnol facilement, ici, en Saint-Domingue, c'était interdit. Interdit, il fallait rester dans le français marron. Alors, il y a eu quand même des gens à se battre. D'ailleurs, Toussaint Louverture a appris à écrire à 43 ans. Et il faut dire qu'il y avait des jeunes qui apprenaient aussi la langue, comme Simon Baptiste, ou encore, si tu veux, je citerai Charlotte Poulard et sa petite sœur. Donc, ces gens-là ont appris à parler couramment avec, bien entendu, Jean-François Papillon, qui connaissait bien cette langue. Alors là, évidemment, ces gens nous interdisaient d'apprendre la langue et ont créé donc une sorte de dichotomie au niveau des esclaves et il nous fallait créer une nation. C'est une véritable tour de Babel. Oui, il fallait créer une nation. Ce que Toussaint Louverture va essayer de faire, ainsi que Jean-Jacques Dessalines. Alors, quand il y a eu ces problèmes, il y a 6 Haïtiens, 6 hommes d'origine africaine et 6 femmes, 3 femmes et 3 hommes, 6 personnes qui ont décidé certainement de fermer les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer ouvertes par à la fois Louis XIV, son fils Louis XV et aussi avec Louis XVI. Alors là, on va fermer. Et ces 3 personnes qui vont certainement se battre pour fermer, et je dirais d'abord, il y avait Philomise Racine Sambout, petite femme Toussaint Louverture, et il y avait aussi Cécile Fatima, femme Pierrot, qui va devenir président quelque temps plus tard, et il y avait aussi Charlotte Poulard. Alors les 3 femmes ont décidé de rencontrer 3 hommes, et ces 3 hommes, c'était par exemple Mayombe Makaya Dekay, et il y avait aussi Chongi qui était là, et Boukman.
Alors, ces individus vont d'abord faire une réunion. La première réunion, on n'en parle pas assez dans l'histoire d'Haïti. Et là, par exemple, la réunion a eu lieu le 16 mai 1789 à Léogane. Parce qu'on était encore dans une colonie et la France venait de créer une sorte de révolution française. Et on a réuni donc, les gens à Léogane, c'était les commandeurs, pour faire une réunion. Et on a prévu aussi, avant de faire une grosse réunion au Cap avec Cécile Bayombe du Congo, et également Boukman Djouti de Mauritanie, on a décidé de se rencontrer le 3 août 1791, encore à Léogane. Là, il y a eu téléportation, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. Ils voulaient fermer les portes de l'enfer qui avaient été ouvertes et qui avaient créé aussi un tremblement de terre. N'oubliez pas, en 1740, il y a eu un tremblement de terre en Haïti et la plupart des plantations avaient été détruites avec les nègres, avec les esclaves. Alors, il fallait fermer parce qu'il y a eu tellement de problèmes avec notamment Rivière. Il y a eu pardon, Rivière la prophétesse qui était à Jacmel, il y a eu Kébinka qui était aussi à un certain moment dans le nord-est, etc. Donc il fallait fermer parce qu'il y avait trop de pertes au niveau des esclaves. Alors évidemment, ces gens se sont réunis et après ils ont pris la réunion du 14 août, évidemment le jour de Notre-Dame, du Perpétuel Secours, la réunion de Bois-Caïman. Et cette fois-ci, les 6 se sont réunis. La cérémonie du Bois-Caïman qui était précédée par la cérémonie du 3 août 1791 dans le Sud. Alors le Sud s'est réuni au Nord, sauf une seule société secrète. Il y avait 225 sociétés secrètes. Il y en a eu une qui n'est pas venue, c'est la Société des Convrés. Les groupes des Convrés se trouvaient surtout dans la région du Sud et dominés par les Français, par ceux qui avaient fermé, qui avaient ouvert les portes de l'enfer sur Haïti. Et il y avait par exemple le fameux, je peux citer le nom français, le fameux comte de Darbouze, d'ailleurs qui a eu un petit-fils qui est devenu Premier ministre tout récemment en Haïti, qui est le petit-fils de ce comte de Darbouze, qui avait participé à l'ouverture des portes de l'enfer. Et il y avait aussi le fameux gouverneur français, Hubert de Brienne de Conflans. Ces gens étaient là et il fallait les repousser, empêcher évidemment que les portes de l'enfer restent ouvertes. On les a fermées. Et lors de la réunion du 14 août, on a fermé les portes de l'enfer et là, on a pris la décision de partir vers l'indépendance. Et là, tu vas avoir l'indépendance. Ça veut dire que tu vas avoir, d'une part, la guerre de l'indépendance et la défaite des Français et l'indépendance proclamée. D'abord, avant l'indépendance, il y avait donc la décision de Philomise, c'était de mettre son homme gouverneur. Et Toussaint Louverture est devenu gouverneur de la colonie Saint-Domingue. Napoléon a envoyé des gens pour l'arrêter. Alors, évidemment, il a perdu parce qu'à un moment, il s'est détourné de Philomise et de Petite Rivière de l'Artibonite et des monts des Chaos. Des monts des Chaos dans les hauteurs de l'Artibonite. Et là, Toussaint a été emmené et il avait un problème de cigare aussi. Il ne voulait plus parce qu'il était devenu chrétien, très chrétien. Et il était manipulé par Grégoire. Par le fameux cardinal, l'évêque Grégoire. Et il avait rejeté toutes ces histoires. Et c'est là qu'il a décidé, avec sa femme, de fermer les portes d'Henry. Et là, quoique les portes de l'enfer avaient été fermées, donc nous avons eu des problèmes. On a emporté Toussaint. Il a été tué, bien entendu, à Fort-de-Joux et massacré. Alors qu'à Fort-de-Joux, les gens pouvaient partir. Et s'il avait respecté la question de la fermeture des portes de l'enfer, on n'aurait pas perdu Toussaint. Parce que justement, Mirabeau, qui était français, a pu utiliser une partie, bien entendu, des secrets des Haïtiens pour se sauver de Fort-de-Joux. Or, Toussaint est resté, il a été tué par les gens de Napoléon, par Caffarelli, qui était aux ordres de Napoléon Bonaparte. Alors, il faut comprendre que quand on a eu l'indépendance en 1804, on a créé maintenant une patrie, la patrie haïtienne. On avait un territoire. Ça veut dire qu'on avait donc la possibilité de pouvoir même libérer les autres pays de l'Amérique latine et les pays d'abord qui appartenaient aux Français, Martinique, Guadeloupe, et le message a été envoyé à Louis Delgrès de fermer les portes de l'enfer ouvertes par les rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Il n'a pas voulu. Il n'y croyait pas. Alors évidemment, il a perdu la guerre et c'est bien entendu à la France de Richeprance qui va avoir raison sur lui. Alors les portes ont été fermées, on est devenu indépendant et le pays a fonctionné normalement jusqu'à l'arrivée de Pétion. Et Pétion a voulu donner le pouvoir au roi Christophe, et Christophe n'a pas voulu, il a voulu plutôt aller au Cap. Tu connais ça? Il a préféré aller au Cap. Alors, à un moment,
Christophe a dit, pas question, m'a présenté sous Port-au-Prince, m'a marché près eux. Alors en 1812, il fait la première attaque sur Port-au-Prince, et là, le président Pétion a failli mourir. Et Alexandre a failli mourir. Les gens qui ont mouru, monsieur les Coutilien Kouta, sauvez-moi, Coutilien. Et puis Coutilien, on a pris un chapeau, monsieur, il courit, et Christophe prend monsieur, le tuer, monsieur. Et c'est ainsi que Alexandre Pétion, le président, va se retrouver à Bizouton, chez sa femme, sa femme, qui est, il peut être marié avec elle, mais ils vivent ensemble. Et c'est là que Joute Lachenay a dit, « Yo ben qui tué Marim en bas Jipom. Yo t'a tué nèg là dans Jipom, bavle encore. » Et c'est là qu'elle va ouvrir à nouveau, en 1812, les portes de l'enfer. On a ouvert pour que ce mari reste au pouvoir, et sur le nord. Alors là, automatiquement, les portes de l'enfer, avec quoi? Les démons, les diables. Et elle a travaillé d'abord au plus ancien, à l'ancien cimetière de Port-au-Prince, qui était là, monté par les Français. C'était le cimetière de Douillard, tout près de l'aéroport de Port-au-Prince. Alors, c'est au cimetière de Douillard qu'elle a fait le travail, et sur les champs du Nord, en bloquant la route du Nord. Alors, en faisant ça, elle a été aussi à Descaillettes, du côté de Martissan, elle a été aussi du côté de Mariani, et elle a fait tout un pèlerinage pour ouvrir encore des démons sur le Nord. Et le roi Christophe va tomber malade, il est tombé sur son cheval, il manquait mourir, après la citadelle, et puis quelques temps après, il va se suicider. Les portes de l'enfer restent ouvertes, et évidemment, pour le nouveau président... Même si c'est une thèse, le suicide de Christophe reste une thèse, une version des faits. Oui, c'est une version des faits, le suicide écrit évidemment par les frères de l'instruction chrétienne. Mais alors, il y a aussi la petite histoire. La petite histoire rapportée par beaucoup de gens, y compris André. Et là, je viens de citer l'historien André, qui n'est pas très connu comme Céline Ardouin ou Thomas Madiou. Les documents ont été retrouvés évidemment au Cap-Haïtien, parlant évidemment de ce qui avait été fait par la période, par Boyer et sa femme. Alors évidemment, il faut dire qu'elle va fermer les portes, et Boyer va rester au pouvoir et conquérir la Dominicanie. Le pays Pétion ou Boyer? Non, Pétion meurt en 1818 et Boyer devient président. Et là, quand Boyer devient président, il divorce de sa femme. Et il était comme madame, il divorçait, il dit « Madame Pétion Pito, Joute Lachenay, l'après Joute Lachenay, c'est Potomitan, République d'Haïti. » Ça, c'est encore la petite histoire. Et la dame n'a pas voulu se marier à Boyer, comme avec Pétion. Donc, elle est restée avec lui. Elle avait déjà 2 enfants, Erzulie Coquière, qui était là, et la fille et aussi Clélie. Alors, il faut se dire que Clélie, il est enterré là dans le temps de Port-au-Prince. Dans l'hôtel de la patrie, Clélie pas voulu fourrer en bâtiment, il a quitté le cercueil debout, en dedans, au l'arrivée dans l'hôtel de la patrie, ou après qu'on tombe en marbre, c'est Clélie qui la donne, la fille de Pétion et de Joute Lachenay, et également avec un petit mot de Boyer, en parlant de la femme, de sa femme, qui n'était pas mariée non plus, Joute, et également de... Donc ces restes sont encore là? Absolument. En 1915, quand les Américains sont arrivés, tu sais, ils ont ouvert la tombe. Et là, ils ont trouvé une crucifix, ils ont trouvé une Bible déchirée, et ils ont vu le corps de Clélie vraiment embaumé. Embaumé comme un pharaon. Il est là. Et à côté, maintenant, tu as le président de la République, Alexandre Pétion, et également Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la patrie. Ils sont tous là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous les présidents de la République ont voulu, chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, ils ont prêté serment là, ils font un discours là devant le ministre. Alors, on a abandonné cette histoire depuis 1982, quand Madame... C'est ça, jusqu'à quelle heure? 82. Parce que là, Michel Bennett avait monté l'INACA et il a créé le Panthéon du MUPANA, le Panthéon du musée. Et c'est là que toutes les cérémonies ont eu lieu. On a abandonné, évidemment, l'hôtel de la patrie qui est toujours là. Et lors du tremblement de terre, la ville est tombée par terre, sauf la partie où se trouvent Dessalines et Pétion. C'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Alors, il faut dire que, justement, il y avait la paix jusqu'à 1841. En 1841, il faut dire que le commandant dominicain du Sud, qui s'appelait Juan Pablo Duarte, il s'est levé contre Juan Pablo Bouhel, le président de la République d'Haïti. Les Dominicains criaient « Viva Bouhel! Viva Bouhel! Vive Boyer !» Ils étaient contents d'avoir une présidence haïtienne jusqu'à 1841. Ils se sont soulevés contre Bouhel et là, ils ont commencé à se manifester, à faire des mouvements de guerre contre les troupes haïtiennes.
Alors là, c'est là que maintenant les choses vont changer. Là encore, la femme de Pétion, la femme de Boyer, Joute Lachenay, va ouvrir encore les portes sur la Dominicanie. Alors les Dominicains qui avaient monté la Trinitaria savaient que ceci allait se faire et se sont protégés avec un bouclier. Le bouclier de Higüey. Et là, ils ont appelé la Altagracia de Higüey. Et ils ont renvoyé les choses sur le nord pour protéger leur pays. Et par rapport aux troupes, par rapport aux portes de l'enfer ouvertes sur eux, pour éviter que les gangs armés deviennent les attaquer, que la police et l'armée haïtienne ne les envahissent à nouveau. Et la Trinitaria avec des Meillas et Juan Pablo Duarte, ces gens-là se sont mis ensemble et ils ont renvoyé sur le nord. Et c'est là que tu vas avoir le 7 mai 1842, le fameux tremblement de terre. Et la capitale, disons, ancienne capitale de la colonie, le Cap Haïtien, qui était la deuxième ville du pays, est tombé par terre. Il y a eu des milliers de morts et tout le pays a été secoué. Là, on sommes en 1842. Et n'oublie pas que l'un des commandants de la garde présidentielle s'appelait Soulouk. Il a compris la chose et quelques années après, en 1848, Soulouk va devenir président de la République. Et là, lui, il a décidé de fermer. Et de fermer à tout les portes de l'enfer, d'attaquer la Dominicanie et d'agrandir le territoire. Les Français avaient laissé 15 000 km², lui, il a agrandi à le double. On a 27 000 km² et il a pris de la guerre. Il a renversé le drapeau espagnol et le drapeau dominicain et il a mis le drapeau haïtien à San Miguel de Atalaya. Et c'est Michel de Atalaya, comme nous l'appelons maintenant San Rafaelito, Sacacavajal, etc., etc. Donc on a gagné la guerre et le pays a été agrandi. Et parce que maintenant on a fermé les portes de l'enfer. Alors le pays marchait bien et Soulouk est devenu empereur. Nous étions riches et on est rentré dans la paix d'une certaine manière. Et évidemment, les questions que tu avais avant Soulouk, le gouvernement provisoire, tu avais des problèmes très graves. Tu avais des kidnappings de gens, tu avais des assassinats, les gens attaquaient les pauvres, ils brûlaient, ils incendiaient la maison des gens, ils tuaient des enfants. Et ça, c'est l'époque où il y avait un gouvernement provisoire jusqu'à Soulouk. Et là, il a fermé les portes pour avoir la paix. Le pays est rentré en paix. Alors évidemment, tout marchait très bien jusqu'à la politique de l'essai-grenet. On connaît l'essai-grenet, on connaît déjà. Bon Canal. Bon Canal est le président. Et là, il a dit que les gangs fassent ce qu'ils veulent. Et là, tu avais encore des voleurs, tu avais des gangs, tu avais des crimes qui se faisaient incroyables. Et là, on disait, c'est pas possible. Alors, il y a eu des députés qui ont dit, ben, écoutez, il faut arrêter cette histoire, parce que le pays, les portes de l'enfer ont été fermées. Un gouvernement ne peut pas lui-même créer l'enfer dans ce pays. Et on n'a pas voulu cette histoire. Mais malgré tout, il a continué. On a eu quand même une certaine volonté de sa part de créer des problèmes. On a eu le 23 novembre 1870, un nouveau tremblement de terre, cette fois-ci dans le sud. Alors là, le fameux Lysius Félicité Salomon Jeune a dit, c'en est trop. Il avait été ministre d'ailleurs à l'époque de Soulouk, il a dit, c'est pas possible, il faut absolument empêcher que les portes de l'enfer soient ouvertes, il faut créer la prospérité. Et c'est là que justement, il va faire en sorte qu'il y ait évidemment la prospérité dans ce pays, et c'est M. Palbo, la banque là. Il parle de la Banque nationale. Haïti était tellement touché bien. Nous avons gagné près de, aujourd'hui, à 3 000 $ américains. C'est à peu près combien de pays ouvriers en Haïti. Tellement de travail bien, il y a un job en Haïti. Arabes, monsieur Syrien, Juifs, ils ont dit, ils viennent là, ils viennent travail. Ils sont tous là, petit, ils sont là toujours. Ils viennent bien riches parce que nous. Mais à l'époque, il n'y a pas de goutte dans les poches. Et c'est là qu'ils viennent travailler pour recevoir la richesse qu'Haïti apportait. Alors, tout marchait jusqu'à maintenant très très bien, jusqu'à la chute, jusqu'au départ de Salomon qui a dû quitter le pays lorsque son beau-frère Télémaque du Cap est rentré. Il a dit « je veux pas de guerre familiale, je veux pas de guerre civile ». Il est parti en exil, il est mort, il est toujours enterré en France. Alors évidemment, il faut comprendre que la réalité était telle qu'elle est, jusqu'à la période maintenant de 1915. Alors maintenant, c'est encore fermé. C'est une nouvelle page. Oui, une nouvelle page s'ouvre. Mais il y avait un fameux Vicus, un Américain, James Vicus, qui est arrivé, qui a dit, bon, il faut ouvrir les portes de l'enfer à nouveau pour contrôler. Mais comment ils savaient qu'il y avait des portes? Non, mais ils savent tous, parce que les Illuminati,
les Illuminati, par exemple, du côté des États-Unis, parce que les Américains ont mis la franc-maçonnerie et également les Rose-Croix ensemble, ils ont créé leur propre mysticisme, comme Haïti aussi avait fait avec, le président Boyer, qui a créé le Grand Orient. Le Grand Orient a été évidemment, une création haïtienne pour donner l'indépendance mystique et spirituelle à Haïti. Et comme les Français avaient leur Grand Orient, ils voulaient contrôler Haïti par le mysticisme, par la spiritualité. Les Haïtiens ont créé une autre forme de culture et les Américains aussi avaient la même chose en faisant venir l'obélisque d'Égypte, comme les Français aussi l'avaient fait. Donc ces pays-là ont toujours restauré leur territoire. Et à l'époque de Salomon, avant l'occupation américaine, on avait créé, évidemment, contrôlé les bornes du pays. Les différentes bornes du pays, les 41 bornes à peu près à travers le pays. On avait aussi les 21 qui placés sur les bornes principales du Panthéon. Et évidemment, en lors de l'occupation américaine, il y a eu un soulèvement. Et parce que Vicus est arrivé à à l'île de la Gonâve, et il a essayé encore d'ouvrir les portes de l'enfer sur les Haïtiens pour le dominer à travers que les Américains dominent. Il y a un homme de Hinche, qui s'appelait Charlemagne Peralta. Et la sœur de Charlemagne était la femme de Zamor, de Horace Zamor. Et ces gens étaient mis ensemble, parce qu'on oublié sacrifier Charlemagne. Les ont arrêté monsieur, il faut aller dans la prison, les Américains mettaient dans la prison. Et puis, il y aura l'on balai, il y a monsieur Mérigno pour nos vases. Et puis, on prend un mop, il faut aller là, passer dans la figue, monsieur. Quand on a monsieur prend balai, il frappe dans la figue blanc, il goûte avec et puis il coupe le balai en deux, il foule dans le monsieur. Ça, c'est une grosse histoire. Et là encore, il sort de la guerre et maintenant, il se bat pour empêcher, bien entendu, que d'une part, les Américains prennent le territoire d'Haïti mystiquement, spirituellement et militairement. Et c'est là que tu vas avoir une histoire extraordinaire. Et parce qu'à un moment, il y a un ministre qui s'appelait Maillard-Paul, Constantin Maillard-Paul, qui a dit « Ce sont des gangs armés, il faut détruire ces gangs ». Et lui, il a répondu « Non », parce qu'on venait à peine d'ouvrir les radios en Haïti, Radio Commerce. Il a dit « Nous ne sommes pas des gangs armés, car nous avons le peuple avec nous. Nous ne pas jamais attaquer peuple, nous ne pas bouler caille maléré, nous ne pas bouler timoun maléré. Nous avons goumé contre étrangers qui viennent occuper le pays. Non, ça, c'est la révolution. » Et il a mené la révolution jusqu'à terme. Évidemment, quand il a été tué et trahi par ses propres hommes, il a été trahi un moment. Alors évidemment, on a continué la bataille jusqu'à la libération sous le gouvernement de Vincent, la libération du pays en 1934. Alors, quand il a libéré le pays, et là, il y a eu quand même un nouveau président qui est monté, c'était le fameux Lescaut. Et là, le président dominicain a dit, ben, écoutez, maintenant, pas question d'ouvrir la porte de l'enfer, on va mettre tout le pays sous le contrôle des Dominicains. C'était le fameux Rafael Trujillo, le dictateur. Et il faut dire que le président haïtien a dit, jamais, nous restons une nation indépendante, nous restons un territoire indépendant et nous formons la patrie haïtienne, je préfère démissionner. Il a laissé le pays avant la fin de son mandat. Et c'est là que tu vas avoir quand même le président du Marseille estimé qui va monter, qui va faire un miracle extraordinaire. Les 30 millions de dollars empruntés par Haïti au temps de Borno, il va payer. Pas d'où encore. Et le pays va devenir un pays à nouveau prospère, comme au temps de Salomon, et ça va marcher. Alors évidemment, il y a eu le fameux coup d'État réalisé le 10 mai 50 par le président Magloire. Et là, lui, il va encore monter pour rester au pouvoir, parce qu'il avait un mandat qui allait finir en 56. Pour rester au pouvoir pendant plus longtemps, il a été à la Providence, au cimetière La Providence, qui est toujours au Cap. Et il a fait un mouvement, seul avec quelques membres de sa troupe et des ministres, pour essayer de garder le pouvoir. Et là, malgré tout, il sera obligé de démissionner à la fin de son mandat en 56. Et là, le pays est vraiment dans ce gouvernement provisoire. Tu vois un collégial, comme maintenant, un fameux collégial de transition avec 21 personnes, et pays à tomber dans la radote, avec vraiment bandits qui ont marché, cassé les gens, tout le monde dans la rue, etc., lancer les gens. Et là, Duvalier va devenir président en 57. François Duvalier, il va monter maintenant un mouvement avec quand même Pajot, André, etc., encore à Douillard, pour fermer les portes de l'enfer, réouvertes par le président Magloire en 1950. Alors il va fermer et créer ce qu'on appelle les VSN,
les volontaires de la sécurité nationale contre les gangs armés. Alors, pendant longtemps, ça va rester comme ça, de 57 à 64. En 64, il va changer le mouvement pour que les VSN deviennent des tontons macoutes contre les Camoquins, contre les communistes. Et là, la mission va changer. Alors là, ils vont rester au pouvoir jusqu'à 1986. Alors, en 83, il faut dire qu'en 1983, tu vas avoir maintenant le pape Jean-Paul II qui voulait venir en Haïti. Alors, le pape arrive avec assisté de Ratzinger. Là, monsieur arrive à l'aéroport. Au quoi ça passé, monsieur? Vous racontez-lui? Il était beau. Avant le beauté, avant monsieur, alors t'es Timono, t'es Chakmel. Tu regardé dans la télévision la beauté, mais avant de tomber. De calotte là tombé. Bon, calotte, on est que les Figaro. Et Maurice Figaro, qui sous demande de maman Simone, et monsieur habité là, Delma, et Maurice allait à l'aéroport, camper dans la porte là, et puis il fait son calotte, avec un bail mystique. Il y a 3 bails qui frappent par là. Je suis tombé à terre, papa la boule. Et puis Ratzinger a baissé pour le prendre la monsieur, et puis je dis, le papa a dit, le diable vient de me frapper. Je vois le diable qui m'a frappé. Et Ratzinger a dit, monsieur, il faut que quelque chose change ici. Et c'est là qu'on va avoir des problèmes. Mais nous attendons l'autre parole là, mais nous ne pas attendre ça. Non, par exemple, nous pas attendre le diable là, m'a frappé. Le diable, c'est les choses qu'il a dit à Ratzinger, que Ratzinger a écrit au Vatican dans ses mémoires. Donc c'est le diable là qui fait calotte là tomber. Oui, parce que Maurice Figaro a frappé. Ils savent que c'est Maurice Figaro. Parce qu'ils ont regardé au Vatican et le cardinal Ratzinger a vu que c'était évidemment Maurice Figaro qui a frappé le pape. Et alors là, il était quoi, ce Maurice Figaro? C'est un partisan du pouvoir en place? Non, pas partisan, c'était un Illuminati parce qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec Jean-Claude qui avait proposé. Jean-Claude a reçu, avant la visite du pape, nous voyons monsieur une croix de Saint-Grégoire et une petite médaille en or. Il était quoi dans ça? Jean-Claude était quoi là? Jean-Claude Marshall, pape là, il prend des bénédictions. Et là, il faut dans le cours, non apostolique, parole au méo, il faut dans le cours, monsieur fait fête. Et il a fait une grande fête au palais. Et là, monsieur dit, bon, il pas le Vatican, ça a le besoin. Parce que le Vatican avait demandé à Haïti renoncer aux droits concordataires. On va être depuis 1804. C'est pas le Vatican qui décidait l'Église pour nous, c'est Haïti qui décidait qui mettait cardinal, qui est mon père, depuis l'époque Geffrard, le Concordat, ça a goumé pour que ça n'a pas existé dans le pays. Il restait un goumé entre le président Salnave et Monseigneur Jean-Marie Guillou, Port-au-Prince. Il dit non, nous pas à quitter ou à diriger pour nous avec la Bretagne. Donc nous goumé. Et jusqu'à ce que, dans les années 60, nous fait que Haïti ait droit concordataire là. Alors en 1983, ils ont dit on veut maintenant que Haïti renonce au droit concordataire. C'est le Vatican qui doit diriger maintenant Haïti. Alors évidemment... Alors l'Église. L'Église. Le Saint-Siège. Le Saint-Siège, le gouvernement du Vatican. Alors, qui doit diriger. Alors, ils ont envoyé une cocarde à Duvalier, à ses ministres, et ils sont contents. Et là, Maurice Figaro n'était pas d'accord. Maurice, en tant qu'haïtien, il va dans le gouvernement. Il va dire, ouais, là, nous gouvernons ça trop longtemps. Il part question pour avoir un pouvoir ça. Et il y avait un autre homme qui s'appelait Poto, qui allait dans le ministère des Affaires sociales, côté Daniel Supplice, était ministre et secrétaire d'État aux Affaires sociales. Et il dit, monsieur, va dire à ton président qu'il est en train de commettre une erreur, de donner le pouvoir concordataire au Vatican. Et Daniel a été avec le poteau au palais, il a discuté. Jean-Claude dit, monsieur, suspends la main de dormir la crayon, parce que ça me fait le net. Ouvre les cocades, ça va, qui n'a comme dans oui, à la caillou. Donc, Jean-Claude Duval était pour cette affaire. Et c'est là que maintenant le pape rentre, il reçoit la gifle de Maurice Figaro. Et là, maintenant, ils disent, on va se venger. La vengeance a été terrible. Parce que Maurice Figaro, on l'a retrouvé mort. Évidemment, il était très grand de taille. On l'a retrouvé petit comme un nourrisson de 3 ans sur son lit. Et il avait il avait en fait une équipe d'animaux qui le surveillaient, et des moutons qui sont tous morts les uns après les autres. Et Jean-Claude Duvalier a remis par décret le droit concordataire l'Ibali. Et c'est là que nous allons avoir des problèmes. À partir de là, les portes de l'enfer seront ouvertes sur Haïti jusqu'à la chute de Jean-Claude Duvalier et jusqu'à ce que la situation en vienne vraiment mangomée. Et là, vraiment, il y a un travail qui a été fait pour fermer à nouveau,
Duvalier, non seulement s'en va, mais pour le pays est resté dans une situation horrible d'indécence politique. Les Anglais ont commencé à faire leur apparition, les attachés, etc. Et là, on va à Lison, du côté de Lison, essayer de faire un travail, d'abord au cimetière de Lison à Port-au-Prince, pour fermer les portes de l'enfer, notamment avec M. Maurice et tout le reste. Et là, maintenant, tu vas avoir l'arrivée d'un gouvernement qui va passer 10 ans au pouvoir. Un matin, les Haïtiens sortent, nous gangou, nous voulons petit fragage, nous voulons ça. Et puis le président sortit à 7 ans, il dit, assiette tout, il m'a frappé, il m'a gangou tout. Et il m'a sorti dans l'arrière. Après, il dit, nager pour nous sortir dans le l'eau. Pendant que tout le monde nage pour sortir, alors il faut dire que certains dirigeants haïtiens ont été en Afrique pour comprendre ce qui se passait. Et c'est là qu'on va ouvrir à nouveau les portes de l'enfer en 2009. Et qui a ouvert la porte? Et cette voix qui était là à l'époque. Bon, il y avait des dirigeants haïtiens. Je n'ai pas peur d'écrire l'histoire, mais je peux également te dire et permettre aux gens de comprendre ce qui se passait donc, en 2009. Alors, on a ouvert les portes de l'enfer sur Haïti. Eh bien, arrêtons un moment. Et à Lison, au cimetière de Lison, les portes de l'enfer ont été refermées. Fermées ou fermées. Ont été refermées. Et puis... On va les rouvrir après. On va les rouvrir. 10 ans après. Vous savez qu'on doit observer la pause. On reviendra après pour la suite. Avec plaisir. On parlera parce que c'est extrêmement important pour dire ce qui se passe maintenant et comment résoudre. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. L'invité, l'ancien ministre de la Communication, le journaliste Adi Jean-Gardy. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Adi Jean-Gardy est notre invité. Oui, nous sommes dans Lison, cimetière, côté qu'il a refermé les portes de l'enfer. C'est évident. Mais il faut dire qu'après cette période, il y avait 10 ans après, un gouvernement haïtien a envoyé des représentants au Bénin. Et ces gens au Bénin ont dit, écoutez, si avant mes décoyaux, réouvert porte l'enfer sur eux. Et c'est terrible. Alors on l'a réouvert, on a perdu 8 milliards de dollars en janvier 2010. On a eu un tremblement de terre le 12 janvier 2010 et 300 000 morts. Et on a perdu aussi le palais, la plupart des trucs. Même le président a failli mourir. Alors là, c'était une question horrible. Et depuis 2010, il faut dire jusqu'à aujourd'hui, 12 ans sont passés. Alors il y a eu aussi des dégâts considérables. Des bandits légaux ont attaqué cette fois-ci, des gangs armés attaquent des pauvres. Et ils tuent à la fois la bourgeoisie d'affaires, le business fermé, et ils crasent les malheureux, le marché brisé. Donc c'est carrément le chaos total pour l'Occident. Mais pas plus que ça n'a vivre là qu'on est là. Oui, c'est ça n'a vivre qu'on est là. Pas plus, il n'y a pas plus que ça n'a vivre qu'on est là. Non, mais ça n'a vivre qu'on est là, c'est horrible. Parce qu'on avait vécu cette histoire autant avant Soulouk, une histoire horrible. Parce qu'il y avait à l'époque un groupe criminel qui s'appelait la Famille Sainte, dirigé par le fameux Joseph. Alors, on a connu des problèmes. On a dû fermer aussi les portes de l'enfer pour pouvoir retrouver la patrie commune. Alors aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est horrible. Alors, on a perdu aussi, non seulement lors du tremblement de 300 000 personnes, on a perdu le président de la République. Et lors du tremblement de terre de 2012, je me souviens, il y avait des Français qui sont arrivés dans le pays, la télévision française, je crois que c'est Tivoulet, qui a demandé à un député, il a dit « Qu'est-ce qui se passe au Parlement? Est-ce que le Parlement est aussi tombé ?» Alors le gars lui répond « Oui, le Parlement, il est tombé, mais il y a des problèmes graves. » Et on lui a dit « Quel genre de problème qu'il y a ?» Il a répondu bizarrement « Écoutez, il y a des fêlures partout, il y a des fissures partout. » Et puis tout à coup, M. Chapelle dit « Il y a des fellations partout. » Fellations. Et que la fin pour lui. Il a fêlé pour lui, il a des fellations. Il a inventé. Là, M. mot dit « fellation partout », me dit « Ah, pays à c'est vrai.
Pays à c'est vrai, Sénégal a mélangé créole à français. Pour le pays, il y a des fellations partout. Alors là, ça faisait rire. Et on a connu quand même des problèmes après, insécurité totale, et bandits légaux ou bandits légaux. Et également, on a vécu, et on vit toujours une situation horrible. Maintenant, il nous faut fermer les portes de l'affaire. Il faut les faire. Parce que vous savez, il y a 41 portes. Maintenant, comment les fermer et qui va les fermer? OK, je vais te dire. Il y a 41 portes ouvertes. Actuellement, il y a 41 portes ouvertes. Qui les a identifiées? Non, mais il y a, au niveau de... Même quand tu vas au carreau, tu peux demander à des esprits, et même les sociétés secrètes le savent. Maintenant, tu as 403 sociétés secrètes. Et tu peux réunir une seule, par exemple, à Montagne-les-Carreaux, où Toussaint Louverture a pris le pouvoir. Et on peut te dire. Si tu vas aussi à la grotte Anacarona, alors où il y a eu aussi, lors de la fameuse réunion du 3 août 1791, on va te dire, voilà. Donc maintenant, il y a 41 portes ouvertes sur le pays. Il y a 17 sur Port-au-Prince. Ces 17 portes ont été ouvertes aux démons, les portes de l'enfer. Et n'oublie pas, par exemple, qu'il y a eu un carnaval une fois, et il y a eu un groupe qui, en fait, a perdu 17 personnes sur le char, et les gens du carnaval, tout près de l'hôtel Plaza, et on a eu 17 000 $ donnés à chaque famille, et il y a eu 17 cadavres enterrés en plein cœur du cimetière, en plein cœur de Port-au-Prince. Et là, il y a eu des problèmes, 17 portes ouvertes. Même le cimetière de Port-au-Prince, fondé par Rochambeau en 1803, a été aussi atteint. Alors évidemment, il y a eu un contrôle avec la Notre-Dame des Sept Douleurs, placée à l'intérieur même du cimetière, une sorte de chapelle, qui a été vandalisée. Et les démons ont pris le contrôle de la ville. OK. Maintenant, un peu de monde a connaît ça qui a passé aujourd'hui. Les portes ouvertes, il faut les fermer. Portes ouvertes, là, vous voulez dire qui ça? Est-ce que ça veut dire que les démons sont dans les rues? Les démons sont dans les rues. Les démons sont dans l'esprit des gens. Ils sont occupés par des démons, par des diables. Et par, oui, dans l'esprit de quel genre? Des bandits? Armés, des bandits. Il y a des bandits qui sont armés, mais qui sont également possédés par le démon, même pas par Lucifer, qui croit dans la promesse divine, la promesse de la rédemption. La promesse de la résurrection de Jésus. Également, il a fait des promesses, il avait dit aussi, d'ailleurs, après sa mort, le Christ est monté pour aller prêcher à des esprits dans le ciel, dit la Bible. Alors évidemment, et le Talmud aussi. Alors il faut dire que, justement, certains croient à la promesse que Dieu pourra leur offrir un pardon. Mais d'autres aussi n'y croient pas. C'est-à-dire qu'ils restent dans le monde démoniaque et ils peuvent faire aussi des choses horribles. Et c'est ce qu'ils ont fait en Afrique, on les a bloqués. Et les portes de l'enfer aussi ont été bloquées en Centrafrique, où il y a eu des problèmes graves, et même au Congo. Pour refermer les portes, faudra-t-il qu'on fasse appel aux 400 sociétés secrètes? Pas forcément. Tu peux appeler une douzaine de personnes. Et les 12 personnes peuvent se réunir. Oui, mais ces 12 personnes-là doivent faire partie des sociétés secrètes. Oui, et aussi des Illuminati. Ça veut dire, là, ces gens peuvent fermer, et tu as besoin de 12 000 $ américains par zone, parce que ce n'est pas des sacrifices humains, c'est avec des animaux, des bœufs. Le bœuf maintenant coûte très cher. Donc tu réunis 7 bœufs, 7 moutons, et également des cochons, des cabris. Où tu gagnes recette là? Moi je sais, j'ai demandé, parce que c'est ma patrie, c'est mon pays. J'essaie de comprendre ce qui se passe et comment résoudre le problème. Bon, est-ce que tu es au courant? Alors, on auditeur, pas n'importe qui. Bon, premier ça dit qu'il y a un pile de dit là qui est vrai, mais elle dit qu'oubliez tout en 2015, tu as l'autre groupe qui te voulait vendre les égrégores d'Haïti à une puissance occidentale pour placer sur un petit prince héritier naissant. Oui, là vous parlez de l'Angleterre. Je sais, je suis au courant. Il y a eu un effort, d'ailleurs, l'une des personnes qui avait été contactée, c'est un politicien, une femme, qui était candidat à la présidence. Et évidemment, le pays s'est révolté contre ça, les esprits aussi du Panthéon, les 21, et la dame est morte, la candidate en question. Je ne cite pas son nom pour le moment, pour ne pas créer, parce que ce n'est pas une histoire écrite, et pour ne pas créer un soulèvement familial. Mais je crois qu'il y a eu un moment, qui a été une offre qui a été faite de vendre les égrégores du pays à la reine Élisabeth d'Angleterre. Et ça n'a pas marché. Alors évidemment, il y a des gens qui se sont opposés à ça,
Et évidemment, le pays est resté vivant et le Grégoire n'a pas été vendu. Il y a des gens qui essaient aujourd'hui de remettre le pays comme les gangs au temps de Dessalines, les gangs armés qui voulaient remettre le pays entre les mains de la France. Alors là, il y a eu cette année que Dessalines a été le boucher des Noirs. Il a terrassé ses ennemis de la patrie. Alors évidemment, aujourd'hui, certains de ses ennemis sont là, et à la fois au pouvoir et dans les gangs, et ils voient avec les étrangers, surtout la France, un possible retour. Il y a même récemment un Premier ministre qui a demandé à l'armée haïtienne d'aller se former sur une colonie française par l'armée coloniale française, ce qui est ridicule. Il est tombé aussi du pouvoir. Et c'était le petit-fils du comte de Darbouze. Et il y a eu aussi un autre qui a voulu demander à la France de nous apporter son aide sur la base du même accord. Ça encore, c'est une bêtise. Un auditeur qui dit, monsieur, pourquoi vous avez parlé, en fait, pour qui ça c'est l'argent américain, on dit? Bon, écoutez, ça peut être aussi converti en argent haïtien. Parce que la plupart des gens, même pour acheter un bœuf aujourd'hui, leurs 30 000 $ haïtiens, négalement donc, par exemple, quoi acheter la Tibonite, quoi acheter dans une zone Akin, qui est aussi un endroit sacré, le cimetière indien d'Akin. Okay. Les gens demandent aussi de l'argent en US. Évidemment, tu peux convertir en dollars haïtiens et voir maintenant comment résoudre, fermer les portes. Car la priorité maintenant, c'est fermer les portes de l'enfer pour que le pays puisse revenir à la normale. Pratiquement maintenant, par où commencer? Il faudrait commencer d'abord par une volonté, la volonté du pays, la nation. Ne parlons pas des dirigeants actuels, car les dirigeants actuels sont intéressés à leur argent. Et quand vous avez un budget de guerre et que maintenant il y a 9 individus qui ont un salaire trop élevé et qui n'ont pas renoncé à leur salaire pour le donner au pays, pour que le nouveau budget puisse se faire, ça c'est un problème. Alors évidemment, il y a l'argent pour tête, pour femme, madame, qui gagne comme tout, etc., comme les téléphones, gasoline, bref, regardez, c'est plusieurs milliards de gourdes. Alors évidemment, aujourd'hui, il faut voir au niveau national ce qui peut être fait, monter d'abord à partir d'une prise de conscience qui commence avec nous, une prise de conscience nationale pour monter une petite équipe. Et avec cette petite équipe qui contacte les sociétés, une société qui recontacte les sociétés secrètes pour pouvoir leur dire voilà ce qui va être fait, comme ceci avait fait à Léogane et également au Cap-Haïtien. Mais la première chose, il faut que les dirigeants ça quoi. Et on ne va pas compter tout ce quoi dans tout ça. Oui, mais écoutez, les dirigeants ne croient pas, parce que la plupart d'entre eux, ce sont les gens qui ne croient pas dans leur patrie, ils ne croient pas dans leur pays. Quand vous avez quelqu'un qui va demander aux États-Unis, par exemple, pas aux Américains, il va au Conseil interaméricain de défense et il souhaite une évasion de l'EA, ça encore on a des problèmes. Et ce sont les demandes, quelle est sa religion? Est-ce catholique, est-ce protestant? Parce qu'on peut être catholique, on peut être protestant et être patriote. Et quand on est un patriote, ça veut dire qu'on est comme Jésus qui a battu les gens dans le temple en disant vous faites de mon temple un repère de brigands, un repère de gangs armés. Et le Christ les a chassés. Donc il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'on peut faire si on est chrétien et évidemment comme on est africain d'origine, on est animiste, il faut voir ce qu'on peut faire. Évidemment, si tu veux, citer quelques noms de nègres qui étaient fermés en premier lieu, c'était des Africains. Il y avait même quelqu'un du Kenya qui était présent, qui s'appelait Kessa Tomasa du Kenya. Et il y avait aussi des gens comme, Jean-Jacques Dessalines était présent, et il s'appelait son vrai nom. Et c'est Demba Somari. Somari, il était de l'île de Tombo, de Guinée. C'est pas par hasard que Dessalines, depuis la Guinée, il venait de la Guinée. Il venait aussi d'une famille royale, la famille de Somari. Alors il faut dire aussi que tous ces gens étaient présents. Il y avait Zaro Zamba du Niger, il y avait le Bossi Petro du Congo qui était du côté de Petit Gouave. Il y avait de Zaro Zamba qui était du Rwanda. Il y avait également, je pourrais citer Sakola Massou qui était de Côte d'Ivoire. Et aussi des gens du Bénin comme Boga Sobossou. Et Aoussa, qui était présent aussi, Aoussa Pikaya, qui était aussi présent, qui venait aussi de Burkina,
ce qu'on appelle le Burkina Faso. Donc tous ces gens qui étaient présents à l'époque ont participé à la fermeture des portes de l'enfer ouvertes par les rois français et on a eu l'indépendance. Aujourd'hui, pour avoir un pays neutre, pour que les gangs cessent d'attaquer le peuple et cessent d'attaquer la nation, il faut absolument fermer les portes de l'enfer, car là, bon, même pour eux. On a refermé avec une question de auditrice. Est-ce que c'est un hasard que gang yo dans l'Artibonite et à Village de Dieu? Non, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que lors de la période coloniale, les portes de l'enfer qui avaient été ouvertes sur 3 zones bien précises par les Français et par le fameux gouverneur de Conflans. Et également par l'ordre de Saint-Esprit, l'ordre de Saint-Lazare et également l'ordre de Saint-Louis. Ces gens étaient dans l'Artibonite et également dans une partie de la porte du Sud, surtout à Léogane et à Saint-Louis du Sud. Alors celui qui était basé à Aquin, à partir du cimetière d'Aquin, c'est Maximilien Bourgelat qui a mené un travail colossal avec les gens du Sud, surtout Makaya, Mumba Makaya, contre, évidemment, pour libérer la partie du Sud et également pour voir, du côté de l'Artibonite, comment fermer les portes de l'enfer avec cette fois-ci Longhi. Longhi, le fameux Longhi, qui a été un ancien esclave, qui a travaillé avec également Boukman, avec Makandal, parce que Makandal était du Mali. Il s'appelait Makan Dalla. Les Français l'ont carrément voué à Saint-François d'Assise et l'ont appelé François Makandal. Mais en fait, c'était Makan Dalla. Et son père était musulman, pas lui. Parce qu'il avait 10 ans, quand il a vu enchaîner son père, il a le fouet dans le bateau, il a dit « Non, je voulais partir à papa, je voulais rentrer avec tout !» Et puis, il a M. Chen, il a voué l'Haïti, il a tué papa M. dans la mer, il est rentré en Haïti, il a gagné l'imbé, et là, il va devenir un révolutionnaire extraordinaire et créer le marchandalisme. Alors aujourd'hui, ce truc existe encore. Mais société secrète qui votait dans Makandal là. Absolument, jusqu'à maintenant. Okay. Et il y a un historien cubain qui s'appelle Nicolas Guillen qui a énormément écrit sur Makandal. Et évidemment, ces gens étaient contre l'idée d'attaquer des enfants. Et attaquer des enfants, c'est interdit, jusqu'à Tchétché et Zamor du Sud qui ont enlevé un enfant du Nord et ont massacré, etc. Et c'est là que tu vas avoir le marchandalisme qui va libérer ces gens parce que maintenant, ces organisations existent encore et fermer les portes de l'enfer demeure la priorité nationale. Bon auditeur, et bon, son que me connaît, c'est un professeur, docteur, et qui est chargé avec formation. Il dit, fermer les portes demande l'appui des spirituels scandinaves. Ce sont les esprits vikings qui envoûtent les jeunes armées. Un des fils, grand explorateur viking, Bejong, Côte de Fer, son esprit, mais calme et paisible, règne sur le sud-est, le sud et la Gandance et une partie du Nord. C'est un auditeur qui partage ça avec nous. Il a raison, mais on peut aussi les récupérer. Parce que même certains de ceux qui avaient ouvert les portes de l'enfer, qui étaient de France, d'Angleterre, les grandes puissances occidentales, ils ont été récupérés à un certain moment. Ça a créé ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. C'est ainsi que, par exemple, quand tu as Makandal, Mumba Makaya dans le sud, et la Goth Makaya, ces gens ont récupéré certains de ces gens, y compris des Scandinaves. Alors, on peut les fermer avec, bien entendu, beaucoup de doigté, avec aussi beaucoup de prières, avec aussi beaucoup de volonté, et avec aussi la participation même de l'Afrique, et empêcher que les Européens, les Occidentaux, ne viennent encore nous dominer, comme on l'a fait aussi avec les Français. Actuellement, on cherche à demander à des gens qui maintiennent encore des colonies, car la France ne sait pas décoloniser, comme l'Angleterre a payé des colonies comme Jamaïque et autres à devenir indépendantes, alors que les Français ne veulent garder des colonies et des territoires d'outre-mer. Donc, ce n'est pas possible. Haïti ne peut pas devenir à nouveau un territoire d'outre-mer. Il faut absolument redonner confiance à la nation, restaurer les bornes du pays et également fermer les portes de l'enfer qui ont été ouvertes. Non pas aller, mais avant d'aller dans le premier tour, est-ce que vous pensez que l'élection a fait année ça pour Haïti ou un président de la République? Non, pas cette année. Je pense que ça va être extrêmement difficile
parce que malheureusement, ces gens ne sont pas prêts et les portes ne sont pas encore fermées. Et quand les portes seront fermées, et ceci sous peu, s'il y a un travail fait par un groupe d'Haïtiens désireux de le faire, parce que nous parlons de combien d'argent là, de petit monnaie. Quand tu multiplies par exemple 12 000 par 41 bornes et également les zones ouvertes, ça te donne combien? 92 000. Ça, c'est pris 2 machines pour affamou. Donc, je pense que nous sommes capables de mettre un fonds effort au niveau national pour permettre de changer au niveau spirituel et fermer les portes de l'enfer. Je tiens là-dessus. Donc, je pense que pour certains changements d'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Quand tu as un problème, par exemple, tu avais 423 400 000 $ de la USAID qui arrivait régulièrement au pays, qui ont été coupés par le nouveau gouvernement. Il n'y a pas d'argent. Il faut maintenant également remonter les recettes. Il y en a à dire graisse cochon, pas le coup de cochon. Oui, malheureusement, le cochon n'est pas comme autant de Boukman, et ni autant de l'Ardèche, parce qu'on a critiqué Boukman, on dit ah, M. Badlo fait bois caïma cochon. Bien sûr, parce que le cochon était sacré au temps de Boukman, parce qu'il y avait dans l'Ardèche, même en France, la fête de Saint-Cochon. Ok, quand on dit que dit là, pour ça pas initier le mouvement ou même. Pourquoi pas? Si tu leur donnes mon téléphone, les gens m'appellent, pourquoi pas? Moi, je suis prêt à le faire en tant qu'Haïtien. Oui, mais est-ce qu'on parle pour payer les conséquences autour si vous faites n'importe quoi et puis il y a une plus mal? Non, on n'est pas plus mal, parce qu'il n'y aura pas de conséquences négatives, il y aura une conséquence positive. Et évidemment, si Zami Sakrelo l'a une candidat pour le président, je vais camper d'elle. Pourquoi ça intéresse le monde qui joue aux États-Unis? Eh bien, là, quand il y a parce que ne faut pas oublier que tu es aux États-Unis, tu es les charrerons, je tape vivre aux États-Unis, je t'ai fait rentrer des salles, fait rentrer des cris acte indépendance là. Évidemment, bon, en tonnerre, tu es rangé, et puis l'acte de l'indépendance d'Haïti est devenu l'acte de la nation. Donc, on peut être membre de la diaspora et vouloir participer. Parce que ces gens-là, ils achètent des voitures, 92 000 $ par an pour ne pas faire. Évidemment, nous n'avons pas besoin de pile. On petit groupe monde, on cherche les sociétés secrètes, on passe des instructions, car ce qui se passe, c'est que des gars font wanga peut-être, mais les instructions pour la nation ne sont pas faites. Et quand on passera les instructions, le pays... Aucun preuve qu'on fait wanga peut-être. Ah, bien sûr, on fait wanga pour... Quand on est un ministre, le travail qui marche ici, c'est les gars monter pour le ministre ou le président, les besoins de faire wanga pour rester sous pouvoir, les besoins de faire wanga pour voler l'argent, et puis wanga pour les femmes. Vous avez fait tout ça? Non, j'ai refusé. Vous avez refusé? Ça remet pauvre. Non, mais est-ce que l'écrit quelque part pour être ministre, il faut d'abord... Non. Là, c'est écrit, par exemple, dans Les Fautes dans le mal de Louis-Joseph Janvier. Il a parlé de ça. Il a dit que, normalement, ces gens font, évidemment, de la sorcellerie pour rester au pouvoir, pour avoir de l'argent, pour avoir des maîtresses. Il y a sorcellerie tout, pour arriver au pouvoir tout? Oui, il y a sorcellerie pour tout. Le candidat, par exemple? Oui, il y a un jour. Maintenant, il faut faire des promesses. Et quand il y a des promesses qui sont faites, il faut les respecter. Par exemple, que Jovenel a fait des promesses du côté de Jérémy, malheureusement, qui n'ont pas été respectées. On lui a demandé aussi, moi personnellement, je l'ai rencontré pour lui dire que pendant la campagne... Pas vraiment sous donner. Non, mais écoute, parce qu'il va pas lever pour le défendre. Il y avait des témoins du côté de l'hôtel Best Western. Et moi, je l'ai interviewé comme journaliste. Et je lui ai dit, tu vas mourir si tu ne fais pas le nécessaire par rapport à Moïse Louverture, ton grand-père, qui a laissé plus de 1500 morts, et ça n'a jamais été traité au cimetière de la Providence, encore moins à l'hôtel de la Patrie. Il faut envoyer du diable de fleurs. Et j'ai été le rencontrer encore au palais pour lui dire, attention, vous êtes en danger. Et ce jour-là, il m'a dit, je ne peux pas te recevoir parce que je suis occupé avec ambassadeurs américains. Je dis, ok, bon, peut-être malgré, nous pas recevoir. Mais je te dis que le danger est là, il faut faire le nécessaire parce que la patrie est en danger. Moi, je crois dans la patrie haïtienne. Et en croyant dans la patrie, il y a des choses aussi à faire. Merci beaucoup, Aziz. Avec plaisir. La prochaine fois que je viendrai, on parlera également de ce qui peut être fait pour remplacer l'argent que nous avons perdu sous le gouvernement Trump. Comment nous, on peut reprendre également la prospérité et permettre au pays de redémarrer après avoir fermé les portes de l'enfer. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Adi Jean-Gardy. Vous nous avez suivis, nous vous en remercions. Passez une bonne journée, une bonne semaine sainte, bon vendredi saint, bonne fête de Pâques avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole.
Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Loto.